Bonjour à toutes et à tous. On va attendre que tout le monde se connecte. Donc, avec moi pour cette présentation, je me présente déjà, je suis Mathieu Rouget, je suis le directeur de l'école de design La Fontaine. Avec moi, j'ai Mégane Guérard, qui est la responsable pédagogique, et j'ai Ophélie Frénéard, qui est chargée de communication et de marketing, qui vont nous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions dans le chat. Et, euh, et on va avancer tout de suite. Alors, notre porte ouverte virtuelle, elle va se dérouler en plusieurs temps. Déjà, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit panorama de qu'est-ce que c'est que le design aujourd'hui, avec les avantages et les inconvénients qu'il peut y avoir à se lancer dans le secteur, ou en tout cas avantages et inconvénients perçus. Ensuite, on va regarder ce que c'est que de pouvoir se former à distance aujourd'hui dans ces secteurs, dans le secteur du design. On va vous parler bien évidemment des formations que propose l'école de design La Fontaine, nos modalités d'apprentissage, et puis en quoi est-ce qu'on se différencie, qu'est-ce qui, notre petite touche qui fait la différence et qui permet à nos élèves, en tout cas c'est notre objectif, de réussir. Alors, qu'est-ce que le design ? Quand on parle de design, le premier constat qu'on peut faire, c'est que le design est partout. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez plutôt théorique ou plutôt manuel ou conceptuel, il y a des débouchés. C'est la première chose qu'il faut vous dire. Parce que le design, c'est quelque chose qui est à la croisée des arts, des sciences, de la technologie et qui est en totale connexion avec le monde d'aujourd'hui dans sa réalité vraiment concrète et économique. Alors le design, ça permet de satisfaire des besoins, de donner du sens aux choses qu'on fait et d'innover, de créer de nouvelles formes. Alors en fait, votre objectif, c'est de mettre votre créativité au service du design afin d'améliorer notre quotidien et nos habitudes à plus ou moins grande échelle en fonction des projets que vous allez réaliser. Alors, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'en France, il faudrait former 3 fois plus de designers. Ça, c'est un rapport qui a été remis au ministère de l'Éducation nationale. Et les chiffres parlent parce que de toute façon, c'est vraiment une tendance qui est en train de monter en force. Donc, il faut vous dire déjà qu'il y a de la place sur le marché du travail pour des designers. Ensuite, c'est un secteur où le taux de croissance est supérieur à la moyenne, plus 29% en 2020, toujours des sources du ministère de la Culture. Et puis nous, on a un atout supplémentaire, les Français, on parle de la French Touch. Cet atout, c'est vraiment qu'on est réputé dans les métiers créatifs. Et à compétences égales, on a cette chance que généralement, on nous préfère. Quelques chiffres qui vont vous aider à y voir plus clair. Alors en 2022, 80% des entreprises interrogées ont recruté dans le secteur du design. Donc c'est un métier qui est vraiment en tension aujourd'hui et cette tension s'est vraiment accrue avec la pandémie. Pour parler chiffres ensuite, vous pouvez voir des fourchettes de rémunération qui sont présentées à l'écran. Vous voyez que pour les salariés, il y a une part belle à des rémunérations très confortables, puisque quand vous êtes junior, 80% des salaires de cette étude montrent que les salaires sont supérieurs à 30 000 euros annuels. Quand vous êtes confirmé, plus de 90% des salaires sont supérieurs à 30 000 euros. Et senior, c'est 98% des salaires. Alors, je vous laisse regarder l'étude en détail, mais ça vous montre qu'il y a d'une part des débouchés, bien sûr, et de l'autre côté, qu'on peut y gagner sa vie. Pour les indépendants, puisqu'il faut savoir que 50% des designers sont salariés, 50% travaillent en freelance, plus de 80% des chiffres d'affaires sont supérieurs à 30 000 euros annuels. Comment est-ce qu'on se fait recruter quand on est designer? Il faut vraiment voir là aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. Vous voyez que 60% des recrutements, alors quand je parle de recrutement, c'est soit du salariat, soit d'aller chercher des clients en tant que freelance, 60% des recrutements se font via les réseaux sociaux, que 40% se font via des plateformes spécialisées, que ce soit Malte, il y en a un certain nombre, et 33% via le bouche à oreille, via les relations, en fait. Donc, la part belle va vraiment à ce qu'on appelle les réseaux au sens large du terme pour trouver du travail dans le secteur du design. Sentiment de marché des designers en 2022, il est plutôt
très positif, avec seulement 14% de personnes qui pensent que leur chiffre d'affaires va diminuer dans les années à venir. Donc, ça fait plus de 85% qui sont optimistes par rapport à leur progression sur le marché. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est des métiers où on est épanoui. 3 designers sur 4 déclarent être heureux dans leur job. Quand tout secteur confondu, c'est 60% des salariés français qui, eux, veulent changer de travail. Donc, on est sur une pente complètement inverse. Alors, maintenant, on va parler un petit peu réussite, justement. Tous ceux qui réussissent appliquent une recette qui est commune, qui a les mêmes bases. Et c'est cette recette dont je vais vous parler. La première recette, elle peut paraître évidente, mais c'est la passion. On est dans des métiers passion quand on devient designer. Et quand on aime ce qu'on fait, ben, on le fait toujours mieux. Le deuxième point clé, c'est la persévérance. Il faut accepter l'échec et vous dire qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des expériences et vous allez vous relever à chaque fois. Quand on a tous appris à marcher, on ne s'est pas posé la question, on est tous en moyenne tombés 2000 fois et pour autant, sans se poser la question, on s'est tous relevés, on a appris à marcher, ça a été une évidence. Et puis le troisième point clé, c'est qu'en fait, il y a une méthodologie de travail qui est spécifique au métier créatif. Donc, il faut apprendre à mettre sa créativité au service de ses clients. Et apprendre à mettre sa créativité au service des clients, ben, ça demande une méthodologie de travail. Ça demande à dompter et doper sa créativité pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit pertinente. Parlons maintenant un petit peu des conditions de la réussite. Alors, le premier élément qui est toujours mis en avant, c'est la technique et qui est bien sûr essentielle. Pour bien avoir une technique qui est efficace, ben, il faut être bien accompagné par des professionnels en activité qui vont vous apporter des compétences actualisées. Alors le talent, ça ne suffit pas. On connaît bien cette phrase, le talent, c'est avant tout du travail et ça, c'est une réalité. Le deuxième point clé de la réussite, c'est la confiance. 80% de la réussite, c'est dans la tête, ce n'est pas de la technique. Donc, il faut trouver, et ça s'apprend, un juste milieu entre ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est que le constat qu'on fait, c'est que moins les gens connaissent en fait la tâche qu'ils doivent réaliser, plus ils croient être compétents. C'est terrible à dire, hein, mais c'est une réalité. C'est par ignorance qu'on croit savoir faire les choses alors qu'on ne sait pas du tout les faire. Et puis, l'autre pendant, c'est le piège de l'impuissance apprise. Ce qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est les fausses croyances qui viennent nous empêcher de réaliser nos rêves. Concrètement, si enfant, on vous a dit mais toi, tu ne sais pas dessiner, depuis tout petit, vous dites « je ne sais pas dessiner, donc je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas devenir designer », en pensant qu'il n'y a pas de méthode justement pour apprendre à dessiner, que le dessin vient uniquement par le talent. Maintenant, le dessin, c'est comme toutes les activités. Bien sûr, il y a des gens qui ont du talent, mais surtout, si vous apprenez avec des bonnes bases, vous allez réussir à avoir des compétences suffisamment solides, en tout cas, pour pouvoir réaliser des croquis, des projets qui vont permettre ensuite de passer au logiciel, etc. Et puis troisième point clé, c'est l'ouverture d'esprit. C'est ce qui va vous permettre de défendre vos idées et d'accepter la critique. Il va falloir apprendre à être disruptif. La disruption, c'est lié aussi au divergent thinking. C'est cette capacité à imaginer un usage dérivé des choses, un usage dérivé des objets. Donc, ces 3 conditions de la réussite, la technique, la confiance et l'ouverture, c'est des choses, bien évidemment, qu'il va falloir travailler et c'est plus facile quand on est accompagné. Ensuite, parlons un petit peu des compétences qui font la différence. Quand on parle de savoir, il y a le savoir théorique, toute la théorie que vous allez devoir engranger pour comprendre un petit peu votre milieu. Ensuite, il y a le savoir-faire pratique. C'est vraiment les compétences justement en dessin, en logiciel, en méthodologie que vous allez apprendre. Et puis ensuite, il y a le savoir-être dont on parle pas suffisamment et qui est le comportement et l'utilisation à bon escient en fait des savoirs théoriques et des savoirs pratiques.
Donc, vous avez besoin de cultiver ce qu'on appelle les soft skills dans le milieu des RH. C'est toute la partie, on va dire, développement personnel, confiance en soi, attitude que vous allez pouvoir avoir avec un client, avec un employeur, qui vont vous permettre de faire la différence. Et grâce à ça, à compétences égales, la confiance en soi, ça fait la différence. Alors, des soft skills, on va en parler, mais quand on parle de soft skills, c'est le savoir-être. Il y a aussi, dans les autres compétences qui font la différence, vous avez l'économie, la gestion et le marketing. Quand on devient designer, on n'est pas uniquement un créatif isolé sur son île déserte qui produit des choses qui viennent qui sortiraient un petit peu de nulle part ou qui sortiraient de soi-même. Vous avez besoin de connaître vos clients, de les comprendre, de connaître leur environnement de travail. Donc, selon l'environnement économique dans lequel vous allez travailler, il va falloir avoir justement des bases en économie, en gestion, en marketing. Parlons maintenant un petit peu des niches et des secteurs émergents. Donc, le métier de designer est un métier qui évolue en permanence et ce qu'on constate, en fait, c'est que les compétences que vous allez acquérir ou les secteurs dans lesquels vous allez travailler, vous allez voir qu'il y a énormément de transversalité. Ça veut dire qu'on n'est pas uniquement designer graphique et on fait que ça. Il faut avoir un socle de compétences suffisamment large. Donc, la première chose à acquérir, c'est la polyvalence dans un premier temps. Alors, sans être un mouton à 5 pattes, il faut un socle de compétences suffisamment élargi pour pouvoir répondre aux différentes attentes en fait, de vos clients. Le deuxième point clé qui fait énormément de bruit cette année, mais c'est monté tout en force au fur et à mesure, c'est tout ce qui est lié à l'éco-design, tout ce qui a trait au respect de l'environnement, que ce soit en architecture et design produit, ça va être des matériaux durables et recyclables. Et pour le web aussi, on pourrait se dire où est-ce qu'il y a dans le design graphique, où est-ce qu'il y a des comportements éco-responsables, en fonction de la géographie des serveurs que vous allez utiliser pour vos clients, le poids des images et des vidéos, vous allez pouvoir avoir une démarche d'éco-design et qui aujourd'hui est vraiment essentielle. Donc ça aussi, il faut l'apprendre et il faut aller dans ce sens-là. Le troisième secteur qui explose, c'est tout ce qui est design de service. On parle d'expérience utilisateur ou d'ergonomie, et ça aussi, c'est un secteur complètement transversal. Quand vous êtes sur un site Internet, l'objectif du site Internet, si c'est de vous faire acheter un produit, en tout cas pour un client, il faut que rapidement, en fait, l'utilisateur puisse avoir la description du produit, qu'il puisse avoir tous les éléments qui vont lui permettre de prendre la décision ou pas, bien sûr, d'acheter le produit. Donc, on parle d'UX design dans ces domaines-là. On parle d'ergonomie pour tout ce qui est design produit, des objets qui peuvent être utiles, mais qui vont aussi pouvoir à la fois être esthétiques et pratiques à utiliser. Idem pour l'architecture d'intérieur. On apprécie d'avoir un environnement, un intérieur, que ce soit pour un magasin ou pour sa propre habitation, une circulation aussi bien de la lumière, quelque chose de pratique avec des aménagements qui vont être confortables pour vous. Et puis le dernier point clé, c'est tout ce qui est chef de projet. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, les entreprises ont compris qu'ils avaient besoin des designers, mais ce dont on manque, ce n'est pas que des créatifs, c'est aussi des créatifs qui vont être capables de gérer une équipe. On manque de managers, en fait, dans le secteur du design. Donc, toutes les boîtes toutes les entreprises qui sont de taille un peu plus importante, très rapidement, elles vont avoir des équipes et elles vont avoir besoin de managers, de chefs de projet pour gérer ces équipes de design. Alors, pourquoi se former au design et pourquoi se former au design à distance? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Alors déjà, il faut vous dire que vous êtes au bon endroit ici. Si vous êtes étudiant ou salarié et que vous voulez exercer un métier créatif, peut-être que vous cherchez une formation à distance, mais vous cherchez une formation à distance sérieuse et vraiment liée au métier du design. Vous voulez vous lancer dans le design car vous débutez des études ou vous êtes étudiant ou sur le marché du travail et vous voulez changer de voie, ou vous voulez vous épanouir dans un métier qui est plus porteur de sens pour vous.
Alors, c'est vrai que quand on cherche comme ça, ben, on tâtonne, on commence, il y en a qui font de l'auto-formation, il y a des étudiants qui ont été recalés de Parcoursup et des écoles publiques, il y en a qui ont essayé les écoles privées en présentiel ou qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ces écoles-là, ou ceux qui ont essayé les formations courtes et qui très rapidement se sont rendus compte que ben, ça ne suffisait pas de faire une formation d'un mois dans tel ou tel domaine ou de maîtriser un logiciel pour pouvoir réellement se lancer en tant que designer aujourd'hui. On se pose on peut se poser la question de savoir si une école à distance qui propose des formations dans le domaine de la créativité, des arts plastiques, du design, est-ce qu'on peut travailler sérieusement de cette façon-là? Et vous avez raison de vous poser ces questions parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'avec la pandémie, les écoles ont poussé vraiment comme des champignons. Et donc, c'est normal, vous avez tout à fait raison de vous renseigner attentivement avant de vous lancer dans une formation. Pour ce qui est de nous, écoutez, nous, on a commencé les formations à distance en 2016 et on a vraiment largement eu le temps d'identifier tous les risques pour les élèves et on a trouvé des solutions. Alors, il y a pas mal de risques ou d'inconvénients qu'on peut lister dans les formations à distance. Et le premier risque, c'est la procrastination. La procrastination, je le ferai demain. Alors ça, on a une formation spécifique, je vous en parlerai un peu plus tard, qui est le live learning. Si vous pensez manquer un petit peu d'autonomie, on a le live learning, qui est une formation qui correspond exactement à une formation en présentiel, mais à distance. Souvent aussi, ce qu'on a pu noter, c'est le manque d'organisation. Alors, c'est pour ça que nous, on a mis en place une formation qui est vraiment structurée et qui se déroule bloc par bloc en mode projet avec un suivi individuel. Ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, on peut se sentir seul derrière son écran, dans sa maison, dans une formation à distance. D'ailleurs, les chiffres sont terribles, hein. Il faut savoir que sur les formations à distance, qui n'ont pas certaines spécificités, on va le présenter comme ça, plus de 80% en fait, des étudiants abandonnent leur formation. Donc nous, on n'a pas du tout ces mêmes chiffres. Vous pourrez aller regarder sur le site internet. De l'autre côté, donc c'est la solitude. Donc cette solitude, pour combler cette solitude, ou en tout cas pour pallier à cette solitude, il faut que vous ayez à votre disposition un conseiller pédagogique qui puisse répondre à vos questions, une communauté d'élèves soudés avec lesquels vous puissiez dialoguer. Et puis des cours et corrections, surtout en visio et en live, comme on est en train de parler aujourd'hui, qui vont vous permettre de vraiment d'avoir un retour direct sur vos travaux. Alors, c'est vrai que souvent, la nouveauté, ça fait peur, on considère que c'est dangereux. Après, on considère que c'est ridicule, et puis ensuite, ça devient une évidence. La pandémie, par rapport aux formations à distance, c'était exactement la même chose. Avant la pandémie, on considérait que les formations à distance n'étaient pas forcément sérieuses. Aujourd'hui, on voit qu'on peut former des gens de façon sérieuse à distance et faire un vrai travail avec eux pour les accompagner sur le marché du travail. Alors, les avantages de la formation à distance, il y en a quand même pas mal. Déjà, c'est quelque chose de sécurisant de se former à distance parce que, c'est sécurisant pour votre portefeuille parce qu'il y a énormément de frais de scolarité, des réductions de frais qui sont assez importants par rapport à une école en présentiel. Et qui plus est, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, d'avoir un logement, des frais d'essence ou autres à prendre en compte. Ensuite, il peut y avoir beaucoup moins de stress parce que vous allez pouvoir apprendre à votre rythme et selon votre calendrier. D'autre part, les liens familiaux vont pouvoir être préservés puisque vous allez pouvoir étudier depuis chez vous. Et enfin, vous allez pouvoir travailler en toute autonomie. Ça veut dire que pour toutes les personnes, par exemple, qui sont en reconversion professionnelle, vous allez pouvoir à la fois étudier et conserver un emploi ou avoir un emploi pour les étudiants qui ont un petit job à côté. Alors maintenant, on va attaquer nos formations. Je vais vous parler un petit peu de nos formations, que vous puissiez y voir plus clair sur notre offre. Donc nous, bien sûr, on est une école spécialisée dans les formations de design, c'est notre ADN. Et on propose 5 bachelors différents
de niveau, donc Bac+3. Il y a bientôt un master qui va arriver. Et on a aussi des formations spécialisées, c'est-à-dire que si vous avez déjà des compétences acquises dans des domaines précis, on va pouvoir faire du sur-mesure en vous proposant uniquement des formations de design, des formations de dessin et d'art plastique, ou que de logiciel, que d'histoire de l'art, ou un mix de tout ça, de communication et de marketing dans le design, de développement et d'organisation, ou de création d'entreprise, si vous voulez vous mettre à votre compte. Donc, dans le bachelor, on a 3 grades, en fait. Alors, on va parler de grades plutôt d'années que d'années, parce que, je vais vous l'expliquer dans nos différents formats, vous allez pouvoir avancer à votre rythme et commencer la formation en fonction aussi de votre calendrier. Donc, 3 grades, un tronc commun et des cours spécifiques. Il faut vous donner une idée, un grade de bachelor qui correspond à une année de travail, ça correspond à peu près à 600 heures de travail par grade, coupé à peu près en deux, ça va dépendre des grades, c'est-à-dire 250 à 300 heures de cours en vidéo avec vos professeurs, et puis 250 à 300 heures de travail personnel à réaliser pour réaliser tous les projets et tous les exercices qu'on va vous demander de faire pour justement acquérir ces compétences. Alors, en parallèle des 3 bachelors, comme je vous le disais, on a développé des formations spécialisées. C'est exactement la même qualité, c'est le même suivi que les bachelors, mais elles sont plus courtes. C'est nos formations focus sur lesquelles vous aurez en moyenne 350 à 400 heures de travail. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'acquérir des compétences spécifiques dans l'un des domaines du design. Pour parler maintenant un petit peu des certifications et des diplômes. Alors, quand on parle de diplôme pour nos bachelors, quand on parle d'un diplôme, c'est une compétence acquise pour finalement exercer un métier. Quand on parle de certification, c'est uniquement un bloc de compétences. Donc, une certification, c'est par exemple la maîtrise d'un logiciel, la maîtrise d'une technique, la maîtrise d'un procédé. Un diplôme, c'est la capacité de pouvoir travailler l'ensemble, en fait, d'avoir l'ensemble de ces compétences, de plusieurs compétences de certification qui vont vous permettre d'exercer ce métier. Donc, par exemple, un graphiste, il va maîtriser des compétences de dessin, d'illustration, de gestion des couleurs, de logiciels, de méthodologie de création, de communication, de relations clients. Alors que la certification, chaque spécialisation, c'est une de ces certifications. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les diplômes inscrits au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles, qui sont reconnus par l'État. Et vous avez les diplômes privés qui sont sous label Calliope, par exemple. Tout ça, en fait, il n'y a pas forcément de différence en termes de qualité ou de débouché de travail, d'autant plus que dans le milieu du design, ce qu'un recruteur ou ce qu'un client va regarder, c'est avant tout votre book. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Par contre, en termes de financement, en effet, certaines typologies de diplômes ou de certifications vont être éligibles à certains types de financement et d'autres pas. Donc après, c'est vraiment du cas par cas, c'est d'individuel. Pour parler maintenant des modalités d'apprentissage, alors il faut vous dire que nous, on était une école en présentiel en fait jusqu'en 2020, qu'on a depuis 2016, on a attaqué, on a mis en place des cours à distance et qu'on a vraiment modélisé un parcours d'apprentissage efficace déjà et qui est adapté aux différentes situations. Alors, depuis la pandémie, on a vraiment passé le pas. On s'est dit, OK, on va faire du 100% distanciel parce qu'on a senti que c'était notre ADN de travailler de cette façon-là. Le live learning. Le live learning, ça s'adresse principalement, je vais vous parler maintenant des modalités d'apprentissage qu'on propose dans l'école. Toutes ces différentes modalités amènent au même diplôme. Il y a juste la façon d'apprendre et le parcours qui va changer en fonction de la modalité. Donc, le live learning, c'est comme une école en présentiel. Il y a une entrée par an qui est début octobre. Tous les cours sont directs avec les professeurs. Il y a un contrôle continu et des rendus d'une semaine sur l'autre qui sont obligatoires. On est vraiment en mode étudiant avec le respect des vacances scolaires. Les cours commencent en octobre, ils finissent en fonction des années entre fin mai et fin mars pour l'année du diplôme. Ça vous permet vraiment d'avoir
d'être accompagnés pas à pas dans ce format-là. Tous les élèves qui sont bachelor et qui se posent la question de faire des études à distance parce qu'ils veulent avoir plus d'autonomie de mouvement, plus de liberté, de ne pas être obligés d'aller dans une école en présentiel, c'est le format qu'on pourrait leur recommander parce qu'ils vont vraiment être accompagnés par la main, être suivis par les professeurs et avoir on va dire une douce pression qui va leur permettre vraiment de ne pas tomber dans le risque de la procrastination, justement. Ensuite, on a le e-learning. Le e-learning, c'est le format qui est adapté à des gens qui ont suffisamment d'autonomie et qui vont pouvoir avancer à leur rythme. Donc, en e-learning, vous avez un accès à 12 mois en fait, pour un grade, durant lequel vous allez pouvoir avancer à votre rythme. D'un côté, vous avez la plateforme de formation dans laquelle vous allez retrouver toutes les vidéos de cours, avec à chaque fois la présentation du projet à réaliser, les démonstrations techniques, des PDF avec des éléments théoriques à télécharger. Tous ces éléments sont consultables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bien sûr. Et ensuite, à chaque fois que vous avez besoin d'une correction, vous allez pouvoir vous inscrire à une session de correction qui, elles, sont en live, sont en direct avec vos professeurs. Vous allez pouvoir en dessin avoir la main du professeur qui affiche votre écran à l'écran et qui corrige directement votre dessin. Idem en art plastique ou en design. L'idée, c'est vraiment que vous ayez un outil, une façon individuelle d'avoir vos corrections pour pouvoir valider finalement vos acquis et vos modules au fur et à mesure avant de passer au partiel. Donc 12 mois par grade, vous avancez à votre rythme. Si vous faites le grade en 6 mois ou en 8 mois, vous pouvez tout de suite passer au module, au grade suivant, après avoir passé vos partiels, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment que vous ayez quelque chose de modulable en fonction de vos emplois du temps et de votre disponibilité. Voilà. Et puis pour finir, le speed learning, alors pas pour finir, mais le speed learning, qui est la version qui est assez prisée, on va dire, par les personnes qui sont en reconversion professionnelle. L'objectif, c'est juste de vous permettre d'aller plus vite. Vous savez que vous voulez aller jusqu'au diplôme, vous savez que vous voulez vous installer sur le marché du travail, on va dire, le plus rapidement possible. Alors, cette formule-là, ça n'empêche pas, il y a le même travail à réaliser, il y a le même contenu pédagogique, le même suivi, mais par contre, vous savez que en 15, on va dire, au plus court, en 15 mois jusqu'à 24 mois, vous allez pouvoir faire la formation. En speed learning, l'intérêt de cette formule-là, c'est qu'on vous propose un accès pour les 3 grades de 24 mois en vous mettant comme objectif d'obtenir le bachelor en 24 mois. Au plus court, vous pouvez le faire en 15 mois. Peut-être que des élèves, on verra, qui sont là tout à l'heure, pourront en parler. Bien évidemment, il y a une masse de travail qui n'est pas négligeable. Donc, ça demande suffisamment de temps disponible pour pouvoir réaliser le travail. Mais cette formule a un avantage, c'est qu'elle est moins coûteuse. Et puis, dernière formule, c'est l'Access Learning. Là, on va vous proposer 100% d'autonomie, en fait, et pas d'engagement. C'est-à-dire que vous allez payer mois par mois la formation, vous avez accès à la plateforme de formation. Pour le coup, vous n'avez pas de possibilité d'avoir de correction en direct avec les professeurs. Vous pourrez passer les partiels, avoir une validation en fait que ce que vous avez réalisé correspond aux attentes de l'équipe pédagogique, des professeurs, avant de pouvoir passer les partiels. Donc cette formule, l'intérêt, c'est qu'elle est quand même tout en autonomie et sans engagement, et beaucoup moins coûteuse aussi. Alors, on va parler un petit peu de nos différences. Qu'est-ce qui fait nos différences aujourd'hui par rapport à d'autres écoles et à d'autres centres de formation sur le marché de la formation dans le design? Alors déjà, on a vraiment modélisé notre pédagogie. On a vraiment réfléchi à une réflexion qui a été faite en termes de parcours pédagogique, de façon à vous apporter quelque chose vraiment de cohérent. Ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle la méthode des 4C, qui correspondent aux compétences à acquérir, à votre créativité à dompter et à doper, cette confiance en soi qu'il faut développer, et puis surtout des connexions avec le monde du travail à mettre en place. Alors les compétences techniques et théoriques, ce sont des cours qui vont à l'essentiel: explication, dialogue, correction.
C'est aussi être corrigé souvent pour progresser. Et puis, ce sont des travaux en groupe pour apprendre des erreurs des autres. La créativité, comme je vous le disais, c'est apprendre à la doper et à la dompter pour la mettre au service de vos projets. Et puis, la confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre, à confiance égale, de faire la différence. À compétence égale, pardon, de faire la différence. Et puis les connexions, point clé de la réussite, c'est d'avoir une stratégie d'intégration du marché du travail avec un système de communication propre, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le bouche à oreille. Il faut comprendre tout ça pour pouvoir ensuite se placer sur le marché du travail. Alors, je vous parlais de nos différents bachelors, le bachelor designer graphique, le bachelor architecte d'intérieur, le bachelor designer industriel ou designer produit, et notre bachelor designer global. Donc, il y a 3 étapes. Il y a un socle commun pour acquérir des fondations solides, qui est le grade 1. Ensuite, les spécialisations en grade 2, et puis la professionnalisation en grade 3. Pour les matières, dessin, design par spécialité, logiciel par spécialité, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros. Les arts plastiques, l'histoire de l'art et du design, les sciences appliquées au design, par exemple la théorie des couleurs, la technologie des matériaux, et puis les matières qui font la différence, l'économie, le marketing, le droit et la gestion, le développement personnel et les soft skills, et puis la communication personnelle, et ce qu'on appelle le marketing de soi, ce qui va vous permettre de trouver un job. Donc, pour résumer la façon dont on fonctionne à l'école La Fontaine, déjà, c'est de travailler exclusivement avec des enseignants qui sont des professionnels en activité dans leur spécialité. On a une pédagogie qui est en mode projet, 100% ancrée dans la réalité, un suivi individuel en petits effectifs, favorisant l'acquisition progressive, un accès direct à vos professeurs pour vos questions et corrections, un conseiller pédagogique dédié et joignable 5 jours sur 7, des possibilités d'interaction avec les autres élèves sur notre Discord, une plateforme de formation avec tous vos cours, les vidéos, les replays des lives et les PDF, des cours supplémentaires pour faire la différence, un emploi du temps optimisé et modulable en fonction de votre rythme, des options adaptées aux étudiants ou à la reconversion professionnelle, et enfin, un mode de fonctionnement pédagogique en phase avec la réalité du métier. Alors, on arrive à la fin de cette présentation de l'école, et maintenant, je vais passer la main à Mégane, notre responsable, notre référente pédagogique, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu comment elle accueille les élèves. Alors, juste avant, je n'ai pas parlé de quelque chose que je voulais préciser, c'est que avant que Mégane intervienne, il y a d'abord nos conseillers d'orientation qui sont là pour répondre à vos questions, pour essayer de comprendre votre projet, de s'assurer qu'il est en adéquation avec ce qu'on peut vous proposer. Quand tout ça est mis en place et que tous les feux sont au vert de notre côté et de votre côté, et qu'on sait qu'on peut décider de travailler ensemble pour vous accompagner dans votre projet pour devenir designer, vous rentrez dans l'école et là, vous rencontrez Mégane qui vous accueille et prend la main avec vous. Donc Mégane, je te laisse la parole là. Oui, merci Mathieu. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, top, super. Du coup, comme Mathieu a dit, moi je m'appelle Mégane et je m'occupe du pôle pédagogique. Donc je fais vraiment le lien entre l'école, les élèves et les professeurs. Donc tous vos premiers rendez-vous, ça va être avec moi que ça se passe. Donc on a mis en place, enfin, on a vraiment travaillé ce suivi pédagogique au fur et à mesure des années parce que finalement à distance, on a vraiment besoin aussi d'être suivi, de ne pas se sentir seul. Donc on a mis en place plein d'outils que je vais vous présenter. Donc, du coup, quand vous arrivez, en fait, quand vous entrez en formation, vous recevez des identifiants de connexion. Donc, pour accéder à votre plateforme de formation, vous avez aussi un drive qui vous est dédié dans lequel vous allez déposer tous vos rendus, vos projets, vos exercices, dans lequel vous allez, qui va vous suivre en fait tous les grades, toutes les années et auquel vos professeurs ont accès aussi.
Et du coup, on va commencer par un premier entretien pédagogique, donc pour voir si vous avez compris le fonctionnement, comment on fait des demandes de correction, comment ça se passe les cours, etc. Donc vraiment pour que vous soyez accueillis au mieux. Et tout au long de votre formation, en fait, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous pédagogiques donc, avec moi pour justement savoir où vous en êtes, plein de conseils sur beaucoup de choses, sur comment être efficace en termes de rythme, en termes de qu'est-ce qui est important. Enfin, voilà, il y a vraiment ce suivi-là et je dirais qu'il est assez individuel parce qu'il varie selon votre personnalité, si vous avez un travail ou pas à côté. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes ces choses qui sont prises en compte. Et c'est intéressant de suivre tous ces profils-là lors de leur formation. Donc, du coup, on fait des points en visio réguliers, hein. Vous pouvez prendre des rendez-vous assez régulièrement. On parle aussi d'orientation parce que quand on arrive peut-être en prépa design, on découvre le design, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais on est intéressé par ce métier-là. Et donc, vous allez découvrir un petit peu tous ces pôles-là, que ce soit le graphisme, le produit, l'espace. Et du coup, ça va vous permettre de préciser un petit peu ça. Et puis, on peut en discuter aussi pour voir si quelle spécialité prendre, enfin, voilà, si c'est en accord avec ce que vous souhaitez faire après. Donc, du coup, voilà, il y a de ça aussi. Des conseils organisationnels, comme je vous disais, hein, vous avez un rythme à tenir, vous avez des choses à produire finalement tout au long de votre scolarité. Donc, on parle pas mal de rythme. Si vous êtes étudiant, vous avez peut-être un job étudiant à côté, donc comment allier les deux. Si vous avez, voilà, si vous avez une famille à gérer, un emploi du temps de 35 heures, voilà, il faut s'organiser pour pouvoir réaliser tout ça. Donc, du coup, on en parle pas mal. Donc voilà, comme je disais, un suivi individuel adapté finalement à chaque profil, à chaque vécu, on va dire, de personnes. Et du coup, tout au long de votre grade, on fait des bilans de l'année. Donc, il y a souvent ce premier rendez-vous. On fait un bilan en fin de grade, donc avec le bulletin, avec tout ça. On parle des axes d'amélioration aussi. Si jamais votre première année, voilà, il y a des petites choses que vous devriez régler en termes de rythme, je ne sais pas, d'organisation, ou si vous avez des difficultés dans une matière particulière, on en parle aussi. C'est important. Et puis voilà, je vous pilote aussi sur la présentation, qu'est-ce qu'on attend de vous pour chaque grade, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, ce sur quoi vous allez devoir vous concentrer. Donc voilà, c'est des suivis assez réguliers. Et puis en troisième année, on a aussi cette préparation à l'oral du diplôme, donc on en parle aussi pas mal. Voilà, préparez votre book, votre projet personnel à présenter devant un jury de professionnels. Donc voilà, on a pas mal d'outils mis en place, donc beaucoup par mail. On a aussi un Discord en fait selon le grade. Donc on a un Discord pour le grade 1, le grade 2, le grade 3. Et en fait, vous pouvez discuter soit avec moi, soit avec certains professeurs qui sont aussi sur le Discord, mais aussi, surtout, avec d'autres camarades voilà, qui suivent la même formation que vous, qui ont peut-être le même format de formation. Et du coup, c'est intéressant d'échanger là-dessus, parce que si vous avez une petite question sur un module que vous n'avez pas compris ou quoi, vous pouvez très, très facilement échanger là-dessus. Et donc, si je peux vous donner des conseils, hein, parce que j'ai vu pas mal de personnes du coup, qui ont suivi la formation, qui ont fait un petit bout de chemin. Donc, quelques conseils quand on se lance dans une formation à distance, mais de toute façon, je pense que c'est valable aussi dans une formation en présentiel, c'est de bien entretenir, surtout dans ce milieu-là, d'entretenir votre curiosité, hein, de regarder tout ce qui se fait partout, surtout en design. En fait, vous allez voir que c'est assez lié. Tous les milieux du design sont vraiment très liés. De bien maintenir le lien alors, avec les autres. Enfin voilà, c'est toujours très intéressant d'échanger sur les plateformes qui sont dédiées. De rester informé aussi, parce que vous allez avoir des informations par mail, mais aussi via Discord. Donc voilà, de rester assez connecté hein, tout le long de votre formation. D'appliquer les conseils des professeurs, parce que finalement, ce sont des conseils qui vont vous aider à progresser. Ils sont vraiment, voilà, tous les professeurs sont vraiment bienveillants et ils sont là pour que vous réussissiez et pour rien d'autre, quoi. Donc voilà. Donc et si je peux aussi vous conseiller, c'est toujours de garder vos objectifs en tête. Pourquoi vous êtes entré en formation, qu'est-ce qui vous anime. Enfin voilà, il y a vraiment cette chose-là de vous dire pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je me forme. Et c'est hyper important. Et le dernier, et je pense le plus important, c'est vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin ou quand vous vous sentez perdu ou si vous rencontrez des difficultés, parce qu'on trouvera toujours une solution pour vous aider. Donc voilà, je pense que j'ai balayé assez large sur le suivi en fait qu'on fait à l'école. Si vous avez des questions ou des petites précisions sur
comment ça se passe sur le suivi, je peux vous répondre dans le chat, pendant que Mathieu va répondre aux questions en live. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mégane, pour voilà, cette présentation. Oui, donc on arrive avant d'accueillir un professeur et des élèves qui pourront aussi, voilà, et puis je sais que on commence voilà, un dialogue. Est-ce qu'il y a des questions directement? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions directes à poser ou est-ce qu'on peut commencer à vous présenter Je sais qu'Ophélie, toi, c'est toi qui vas Euh, présenter les travaux d'élèves là? alors, du coup, tout d'abord, il y a des questions déjà dans le chat que j'aimerais que tu répondes, toi, en direct. Ok. Il y a une question notamment par rapport au CPF. Est-ce que nos formations sont éligibles au CPF? Alors, non, pas encore. Pour être éligible au CPF, il faut être voilà, inscrit au RNCP. Donc, pour l'instant, les formations ne sont pas encore éligibles au CPF. La seule formation qu'on a d'éligible au CPF, c'est la formation création d'entreprise, mais elle se fait plutôt en fin de parcours. Donc, pour l'instant, non. On est en train de travailler pour être enregistré au RNCP. C'est un parcours assez long, un parcours vraiment du combattant, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quelque chose qui va bientôt être mis en place. D'autres questions? Et donc, du coup, là, ça serait plutôt pour Mégane. Donc, est-ce qu'il y a eu des insertions professionnelles réussies sans les stages? Oui, j'étais en train de répondre dans le chat, du coup, mais je vais répondre là, tu as raison. Oui, tout à fait, en fait, parce que du coup, on a des étudiants qui étaient en reconversion, donc qui ont gardé leur travail à côté, donc qui ne pouvaient pas forcément faire de stage, et finalement, qui ont très bien réussi à s'insérer sur le monde professionnel. Donc, le stage, quand on est étudiant et tout, pour découvrir un métier, c'est toujours intéressant, mais c'est sûr, quand on travaille, on ne peut pas forcément se libérer. Enfin, avec notre employeur, c'est compliqué. Voilà. J'ai montré un slide à ce sujet-là, hein, je ne l'ai pas détaillé. Quand tu vous disais que 60% des embauches, hein, c'est par les réseaux sociaux, j'ai plus les chiffres en tête, 40% par ce qu'on appelle les plateformes on-board, job board, pardon. Et puis le bouche à oreille, 20 ou 30%. Et dans ce slide, il y a 20% en fait qui correspond justement au stage et à l'alternance. Donc c'est pas négligeable, hein, bien sûr, c'est toujours 20%, mais c'est pas ce qui sera le plus efficace aujourd'hui. Mais tu as tout à fait raison, Mégane, surtout pour les étudiants, les stages, c'est très bien parce que il faut que vous découvriez déjà le monde du travail, comment ça fonctionne. Après, voilà. Après, on a pas mal de profils qui travaillent en même temps, qui font leur formation, donc qui arrivent à trouver des clients, mais là plus en termes en tant que compte freelance en fait, qui lancent leur entreprise et qui ont déjà des clients en fait dans des marchés de niche, parce qu'on leur apprend aussi à détecter un peu ça pour proposer leur création, que ce soit en graphisme, enfin voilà. Donc on a même des étudiants qui gagnent on va dire, qui commencent à gagner leur vie, même en étant encore en formation. Donc, il y a d'autres questions. C'est est-ce qu'il y a une aide à la recherche de stage? Avez-vous des accords avec des entreprises qui accueillent les stagiaires? Alors, on met en place au fur et à mesure, en effet, un réseau d'entreprises, un réseau de partenaires de l'école à qui on demande alors d'accepter des stagiaires, d'accepter au moins des lettres de demande de stage. C'est une première étape. Ensuite, voilà, quand on est une entreprise, nous, on le voit nous-mêmes, hein, en tant qu'école, on reçoit très régulièrement des demandes de stage ou de partenariat d'entreprise. Donc, on ne peut pas forcément répondre positivement à toutes ces demandes. C'est exactement la même chose pour plein d'autres entreprises. Mais on va, d'une part, on va vous accompagner pour mettre toutes vos chances de votre côté pour pouvoir être admis en stage. Donc ça, et plus globalement, c'est-à-dire que c'est la partie intégration du marché du travail, ce qu'on appelle le marketing de soi, pour employer des mots marketing, mais comment on va vous aider à mieux vous présenter, à vous présenter sous votre meilleur jour, sans forcément tricher, mais en tout cas à mettre toutes vos chances de votre côté pour obtenir un stage. Le stage étant que le premier passage, l'objectif final, c'est pas d'être en stage, c'est pas d'être stagiaire, c'est d'être soit salarié, enfin en tout cas, c'est de gagner votre vie en tant que designer. Donc nous, le curseur, c'est pas le diplôme, c'est que vous gagnez votre vie, en tout cas pour nous. Donc tout ce qu'on met en place
comme compétences acquises dans la formation, compétences techniques, théoriques. On ne va pas se borner à vous apprendre des logiciels, du dessin et de l'art plastique et devenir des bons designers. Ça, c'est le minimum vital. On va aussi vous apprendre à pouvoir savoir vous vendre pour trouver du boulot. Avec le diplôme d'architecture d'intérieur, peut-on travailler à l'étranger? Oui, tout à fait, bien sûr. Après, ça va dépendre des pays et des lois des pays. Mais en tout cas, en France, on est quand même plutôt en avance sur tout ce qui est réglementation et le diplôme d'architecture. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, pour parler, c'est un débat que j'ai, enfin un débat, une réponse que je fais très, très souvent à des gens qui veulent s'installer en tant qu'architecte d'intérieur, c'est que le métier d'architecte d'intérieur n'est pas réglementé. Donc, il y a énormément de confusion chez les gens entre ce que c'est qu'un décorateur d'intérieur, quelqu'un qui fait du homestaging, un architecte d'intérieur et un architecte d'État DPLG qui a un diplôme d'État DPLG. Ce sont des métiers différents. C'est bien sûr, ils travaillent tous dans le même secteur, mais c'est des façons en fait de travailler avec les clients qui vont quand même être différentes. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça aujourd'hui, mais nous, tout ça dans la formation, bien évidemment, on explique à nos élèves toutes ces différences. Il y a même des interventions d'avocats spécialisés sur le sujet pour vous apprendre à un moment à faire réaliser, parce que chaque métier a ses spécialisations. En tout cas, on vous explique ce que c'est. On va de la facturation au contrat de prestation de service en vous donnant toutes les bases pour ne pas tomber dans certains pièges. Donc, pour répondre, l'architecture d'intérieur pour travailler à l'étranger, oui, bien sûr. Ensuite, ça va dépendre des métiers et des demandes. Voilà. Mais je sais que par exemple, l'année dernière, on avait une élève qui était aux États-Unis et donc qui a été embauchée dans une entreprise aux États-Unis avec notre diplôme, pour vous donner une idée. Et on a des élèves dans d'autres, on va dire qu'à 90% d'élèves en France, mais on a 10% d'élèves à l'étranger. C'est ça la force des formations à distance, bien sûr, c'est de pouvoir travailler depuis l'étranger. Et dernière question sûrement pour Mégane. Donc, y a-t-il des matières générales comme les maths, physique, anglais? Alors non, on n'a pas de maths ou de physique, mais ça va être beaucoup plus axé sur la spécialisation design en fait. Donc la physique est remplacée par la connaissance des couleurs, de la mise en page. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. Il y a des matières théoriques, mais ça n'a pas à voir avec un bac général ou quelque chose comme ça. Et en anglais, on est plus sur de la compréhension. Parce que finalement, après, vous avez un niveau, vous avez le niveau que vous avez, mais du coup, on va plutôt travailler sur le vocabulaire design. Si jamais vous tombez sur un client qui parle anglais, il va falloir quand même qu'il comprenne ce que vous lui montrez et ce que vous lui dites, que ce soit par mail ou que ce soit à l'oral, essayez de vous débrouiller un petit peu comme ça. Voilà. Ouais. Pour appuyer tes propos, Mégane, quand on a démarré l'école en 2015, on était sur une formation en présentiel. On est comme on est établissement d'enseignement supérieur technique privé, qu'on suivait les recommandations du rectorat et le programme officiel. Au début, en effet, on avait des mathématiques, on avait de la physique. On a constaté, alors j'ai rien contre les maths et la physique, mais qu'en tout cas, en travaillant, le fait que tous les cours soient donnés par des professionnels en activité, au fur et à mesure, on a modifié notre programme pour créer un programme avec uniquement des choses qui sont concrète et utile aux designers. Donc la théorie qu'on a, elle est au service en fait du métier de designer. Donc il n'y a pas besoin de savoir comment réaliser une équation quand on est designer. Par contre, il y a en effet besoin de connaître la théorie des couleurs. Il y a besoin d'avoir des cours de technologie de matériaux, de savoir, de comprendre les notions de densité, les notions d'opacité, de transparence. Sans connaître les formules, juste de comprendre ces mots-là, parce que en tant que designer dans votre métier, ça, vous allez concrètement y être confronté. L'histoire du design va vous permettre, ou l'histoire de l'art, va vous permettre d'avoir des références pour ne pas partir de rien. Quand vous créez quelque chose, de vous dire ça a déjà peut-être été fait, ou je vais m'inspirer de tel ou tel courant, de tel ou tel artiste, de tel ou tel designer pour pousser un petit peu plus loin. Toute l'histoire de l'art, c'est un renouvellement perpétuel, mais qui tient compte aussi de ce qui a déjà été fait. Donc, on ne crée pas de rien, on crée parce qu'on est influencé, parce qu'on a des inspirations et qu'on va dans ce sens-là. Et dernière question, après on passera à la suite aux professeurs et aux étudiants. Vous avez beaucoup votre formation sur le développement personnel.
réalisez-vous en amont une évaluation de la personnalité? Non, on ne va pas aussi loin. On ne va pas aussi loin, mais avec évaluation de la personnalité, d'une part, hein, avec le conseiller d'orientation, il y a un ou plusieurs entretiens qui vont vraiment permettre, hein, de voir qui est la personne en face de nous et puis d'essayer de lui conseiller déjà la formule pédagogique, live learning, e-learning, speed learning, access learning, qui correspond le mieux à cette personne et ce qu'elle a le plus intérêt pour elle de faire. Et ensuite, je sais que en suivi pédagogique avec Mégane, forcément, cette notion de personnalité, ou en tout cas, on apprend à se connaître, hein, et on va vraiment, Mégane fait vraiment du cas par cas, en fait, en fonction des individus qu'elle a en face d'elle. Et pour les cours justement de développement personnel, vous avez des exercices en fait. Ça va dépendre, on n'en est pas tous au même point sur le travail sur soi, etc. Du coup, vous avez pas mal d'exercices qui sont proposés, des notions en fait, vraiment des choses en termes de communication, utiliser la communication bienveillante. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le programme. Et évidemment, il y a des liens pour des tests, etc. de personnalité. C'est vous qui prenez un peu ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous avez besoin de travailler, surtout dans cette matière-là. Ouais, voilà, le développement personnel, ce n'est pas une matière obligatoire en fonction des âges et de votre expérience. Il y a des gens qui ont déjà pas mal de bagages sur le sujet. On ne va pas les forcer à refaire des choses qu'ils ont déjà faites. Inversement, d'autres personnes qui ont besoin de gagner en confiance, ils vont avoir tous ces outils à leur disposition. Mais l'idée sur l'ensemble du parcours, c'est que doucement, on va travailler le développement personnel, on va travailler la connaissance de toi, la connaissance de soi. La connaissance de soi va amener de la confiance en soi, qui va être liée aussi, bien sûr, à toutes les petites réussites que vous allez accumuler au fur et à mesure de votre parcours. Mais après, l'objectif final, nous, il va rester, parce qu'on est une école de design, donc on est là pour vous donner les compétences pour pouvoir être efficace sur le marché du travail, et votre efficacité, elle passe à un moment par une rémunération, puisque ça reste le système fonctionne comme ça. Donc, on va vous donner tous ces outils. En fait, on part du développement personnel, de votre personnalité. On va essayer de s'adapter, bien sûr, avec les outils à vous. Et au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble, on va vous donner des outils de plus en plus pertinents. C'est pour ça que là, après, on parle de soft skills, on parle de marketing de soi. Vous pouvez très bien le garder à titre personnel, mais quand on est bien avec soi-même, on sait qu'on est mieux aussi avec les autres et plus efficace dans tous les domaines de sa vie. Donc, ce n'est pas un cours qui est uniquement axé sur le design, c'est un cours qui va vous permettre de vous épanouir à titre personnel, et ça va forcément en fait se sentir aussi dans votre vie professionnelle. Du coup, j'ai une question au niveau des tarifs des formations. Je déballe tous les tarifs d'un coup comme ça. Alors, j'aime bien le présenter comme ça. Bon, globalement, le e-learning, j'ai pas les prix exacts, je ne vais pas vous les donner tout de suite, mais il faut vous dire qu'en gros, une année coûte entre 2 000 et 4 000 euros l'année en fonction de la formule. En speed learning, vous voyez, c'est 6 000 euros pour l'ensemble du bachelor. Mais globalement, vous allez surtout, donc ceux qui sont intéressés, on va leur proposer de façon, là, c'est une spécificité qu'on vous propose pour les gens qui suivent cette journée, cette heure porte ouverte virtuelle. Vous allez avoir droit à un entretien individuel avec un conseiller d'orientation qui va pouvoir répondre à vos questions, donc qui répondra aussi sur la partie tarif si vous êtes intéressé. Mais globalement, nous, ce qu'on constate, c'est que par rapport à une école en présentiel, on est 2 à 4 fois moins cher pour le même objectif et le même accompagnement, la même pédagogie. Voilà. Et ça, bien évidemment, il n'y a pas de secret, c'est tout simplement quand vous avez un bâtiment à payer, quand vous avez un ensemble de frais, une école en présentiel qui peut être très bien pour ce qu'elle est. C'est vraiment, quand on choisit la distance, c'est qu'il y a des choix spécifiques pour choisir une formation à distance. Ce n'est pas une concurrence avec une école en présentiel. Si vous êtes là, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas faire une école en présentiel pour telle ou telle raison. Le financement, ça, bien évidemment, c'est un atout de la formation à distance. C'est que c'est beaucoup moins coûteux. Alors, et
Et là, très clairement, nous, on se place dans ce format-là et ça peut être tout aussi qualitatif avec un accompagnement, un suivi sérieux et des vrais objectifs qui vont jusqu'à un emploi et une rémunération sur le marché du travail. Voilà. Donc, après, ceux qui auront besoin du programme détaillé et des tarifs, bien sûr, vous les aurez. Mais je vous dis, voilà, e-learning en moyenne 2340 € précisément l'année. Live Learning, un peu plus de 4000 et Speed Learning, pour le coup, 2000 € l'année, puisqu'on sera à 6000 € l'ensemble de la formation. Ça vous donne tout de suite des prix, sachant que, puisqu'on parlait un petit peu de financement tout à l'heure, on est référencé Calliope, on est Datadoc, on est établissement d'enseignement supérieur, donc régulièrement, on fait des financements avec Pôle emploi, avec des OPCO, pour ce qui est des entreprises. Donc, il y a pour ceux qui sont dans certains schémas, qui sont salariés, par exemple, dans des entreprises où il y a une proposition de plan de départ, il y a des possibilités de financement. En tant que demandeur d'emploi, il y a des possibilités de financement aussi. Voilà. Après, tout ça, il y a tellement de spécificités que le mieux, c'est vraiment d'en parler avec un conseiller d'orientation.